Startup Inside et moi-même, on a le plaisir de vous accueillir à Autonomie 2018 pour avoir une conférence sur l'intelligence artificielle et également passer un hackathon durant tout le week-end. Autonomie, c'est le rendez-vous annuel et international pour le service à la personne, la santé et le médico-social. Donc ça permet de mettre la technologie au service de l'homme et au service de toutes les catégories de population, donc notamment les personnes à mobilité réduite, les personnes en handicap. Et on va avoir le plaisir de faire une conférence sur l'intelligence artificielle, ce qu'on entend beaucoup parler. Et l'intelligence artificielle, c'est quoi? Et surtout, qu'est-ce que peut faire l'intelligence artificielle? Donc l'objectif, c'est de pouvoir utiliser les technologies au service de l'homme pour améliorer son quotidien et également pour améliorer son futur. Pour démarrer cette conférence, je vais appeler Lambert Trénoras et Maxime Giraud de Girolift qui vont me rejoindre sur scène et vous présenter leurs solutions innovantes de mobilité destinées aux personnes à mobilité réduite. Bonjour à tous, je m'appelle Maxime et donc c'est Lambert. L'exercice qu'on va faire, c'est l'exercice qu'on se fait maintenant assez fréquemment devant des investisseurs et parfois devant des personnes qui viennent faire un hackathon. Un pitch, alors on va faire le gros du pitch, enfin plutôt Lambert va faire le gros du pitch, puisqu'on essaie de se tenir en 5 minutes et comme vous allez devoir pitcher dans quelques jours, je vous déconseille en dessous de 5 minutes de switcher la parole entre plusieurs intervenants. Lambert, c'est parti. Merci. Je prends les slides. Je prends la main sur les slides. Bonjour à tous, donc, je suis Lambert Trénoras, je suis président et cofondateur de la startup Girolift. Et donc avec Girolift, aujourd'hui on va vous parler de mobilité. Mobilité parce... C'est une blague, Fanny. Non. Hop là, je tenais. Il n'y a pas de mal. Donc, on va parler de mobilité. Parce qu'actuellement, en fait, quand on a une image de la mobilité, on voit plutôt des solutions comme ça, trottinette électrique, overboard, monoroue. Et pourtant, pour énormément de personnes dans la population, ça ressemble plutôt à ça, ou malheureusement à ça. Et ça existe vraiment, on l'a vu sur des salons. Il faut savoir que Girolift, c'est parti d'une rencontre, d'un combat avec Luc, donc un de mes associés cofondateurs de la startup, et son combat qu'il mène pour son fils Thibaut, qui a atteint une amyotrophie spinale, qui est cloué sur un fauteuil. Et il faut savoir que comme Thibaut, il y a 1,8 million de la population française qui est en fauteuil roulant quotidiennement, et 8,1 millions de personnes qui est considérée comme à mobilité réduite. L'OMS a chiffré à 75 millions le besoin en fauteuil roulant dans le monde. Voilà. Pourtant, pourquoi ces solutions n'ont pas évolué? Un fauteuil roulant, ça n'a pas évolué depuis plus de 100 ans. Il suffit de regarder sur Internet, vous trouverez des photos de fauteuils roulants historiques. Pourquoi ça n'a pas évolué? Pourquoi c'est toujours aussi peu adapté à un cadre d'utilisation? Franchir des portes, passer les trottoirs, un environnement urbain, rural, etc. Et c'est peu adapté aussi à l'utilisation qu'en ont leurs utilisateurs. On peut parler par exemple de la verticalisation, qui a énormément d'avantages pour les utilisateurs de fauteuils. Se retrouver debout, c'est des avantages physiologiques, réduction des escarres, consolidation des os, circulation du sang, du transit, mais c'est aussi des avantages psychologiques, être à la même hauteur qu'une personne quand on lui parle, ou des avantages en termes d'autonomie, avoir accès à des plans de travail, avoir accès à des objets en hauteur, etc. Pourtant, il en existe très peu, c'est très peu utilisé. Et donc, chez Girolift, on a développé une solution de mobilité innovante, inclusive et universelle. C'est basé sur un module robotique qu'on vient plugger sur n'importe quel gyropode, type Segway, Ninebot, je pense que vous en avez déjà vu sur les stations balnéaires, etc. Donc, on a développé ce module robotique qui permet à l'utilisateur de se déplacer aussi bien assis que debout, qu'il soit valide ou en situation de handicap. Il y aura un dispositif donc, qui est compact, maniable, auto-stabilisé, avec un design moderne qui rompt, et ça c'est vraiment une volonté qu'on a chez Girolift, de rompre avec la stigmatisation visuelle. Quand vous voyez quelqu'un en fauteuil, vous voyez tout de suite son handicap. Il faut qu'on rompe avec ce dispositif-là et qu'on voie une solution qui soit moderne et qui ne ressemble pas à un fauteuil roulant. Voilà, on a rapidement mis quelques images pour illustrer. Voilà, ici, c'est la compacité. On est sur un ascenseur qui n'est pas du tout aux normes. On rentre à l'intérieur, on fait demi-tour, on ressort. Puis, voilà, la verticalisation en fonctionnement.
Donc voilà, pour un peu schématiser, c'est un dispositif donc, qui est sur 2 roues, qui a une capacité de franchissement accrue par rapport à des dispositifs de fauteuil roulant électrique. On peut monter jusqu'à 7 cm, on peut descendre jusqu'à 20 cm. On n'a pas d'angle de braquage, on tourne sur nous-mêmes. On peut aller jusqu'à 20 km/h. Évidemment, ce sera bridé. Hein, parce que, je préfère préciser parce que, bon... Et 40 km d'autonomie, un dispositif qui peut embarquer donc, des personnes jusqu'à 100 kg sur un dispositif ultra léger. On parle d'un module et d'un gyropode à 2 fois 24 kg. Pour vous donner un ordre d'idée, un fauteuil roulant électrique, même sans parler de verticalisateur, c'est au minimum entre 100 et 150 kg. Voilà. Donc voilà, pour rapidement vous présenter ce qui se fait actuellement, on peut voir des scooters PMR entre 1000 et 5000 euros. C'est un peu ce qu'on voit dans les séries américaines ou dans les entrées des supermarchés, etc. Les fauteuils roulants électriques entre 3 4 000 et puis 10 000 euros. Évidemment, il y en a à plus de 30 000 euros, hein, mais bon, on ne va pas l'illustrer ici. Fauteuils roulants électriques verticalisateurs qui permettent de se trouver en station debout, mais pas se déplacer debout. C'est moi ce que j'appelle des chars d'assaut sur 6 roues. C'est très volumineux, très encombrant, très lourd. Et puis il existe déjà des solutions qui arrivent sur des bases gyropodiques, mais qui n'intègrent pas la verticalisation ou alors des verticalisations pas du tout adaptées. Donc Gyrolift, c'est une solution qui a derrière elle 6 années de R&D, dont 3 de doctorat que j'ai effectué en robotique, qui a été accompagné par le CEREM, qui est le Centre d'expertise nationale sur les aides à la mobilité, et donc qui a vu naître 3 prototypes et 2 familles de brevets. Donc pour qui on a fait ça? Dans un premier temps, évidemment, c'est favoriser le maintien et la réinsertion dans l'emploi de personnes à mobilité réduite, mais c'est aussi une réduction de pénibilité de certains emplois pour des personnes valides qui parcourent énormément de kilomètres par jour sur un site industriel, sur un technopôle, etc. Ah, c'est pas les mêmes slides, d'accord. C'était une farce. Voilà, donc dans le cadre de la réinsertion dans l'emploi, on est parti d'un développement qu'on a eu avec Enedis, qui nous accompagne depuis la genèse du projet. Et quand on leur a présenté le projet, ils ont tout de suite mis en exergue une problématique qu'ils ont, c'est donc le maintien et la réinsertion dans l'emploi. C'est ce taux réglementaire de 6% de personnes en situation de handicap. Le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à l'accessibilité parce que c'est des problèmes de coût. C'est 3 millions d'euros investis chaque année pour l'aménagement de postes, l'aménagement de sites. Pour vous donner un ordre d'idée, un poste, c'est 33 000 euros de moyenne pour l'aménager. Donc vous multipliez ça par le nombre d'employés, voilà. Et les AGFIP ont chiffré à 400 millions d'euros investis en 2015 pour le maintien et la réinsertion dans l'emploi. On a fait un rapide exercice sur 1 an pour Enedis en s'équipant du Gyrolift qui faisait des réductions de coûts d'aménagement de sites. C'est les portes qui ne sont pas aux normes. Bon, il y a la loi de 2005, mais on peut aller beaucoup plus loin. On est obligé d'aller beaucoup plus loin. Réduction de mes coûts d'aménagement de sites, aménagement de postes, donc je vous parlais de 33 000 euros de moyenne. La compensation du handicap, c'est des missions handicap en interne qui s'équipent de dispositifs pour leurs employés, et aussi des coûts de formation par rapport au reclassement des personnes qui ne peuvent plus effectuer leurs tâches par un accident de la vie ou tout simplement par vieillissement. Donc voilà, donc comme je vous parlais, soulagement aussi de pénibilité pour les personnes qui parcourent énormément de kilomètres par jour. L'accueil des PMR sur des centres commerciaux, des musées. On peut difficilement imaginer une personne âgée se dire aujourd'hui, je vais aller faire les X kilomètres de galeries du Louvre juste pour le plaisir. Au bout d'un moment, il y a une pénibilité, une fatigue, et les personnes ne font même plus l'effort de sortir de chez eux. Donc c'est offrir cette réinsertion sociale. Et donc, évidemment, ce qu'on voit tout de suite, le quotidien de l'autonomie des personnes en situation de handicap et des seniors. Pour vous recadrer un peu le marché, parce que souvent on parle de marché niche, etc. Enfin, fauteuil roulant, c'est 5,6 milliards de dollars en 2018. C'est un marché qui est en pleine croissance parce que seulement le marché de la mobilité électrique pour les personnes en situation de handicap représentera quasiment ce chiffre-là en 2022. Et puis il y a tout le marché de la micromobilité qui est en pleine extension. On parle de 13,6 milliards en 2024.
Notre business model, donc je pense que vous l'avez un peu cerné, c'est dans un premier temps en avance de phase commercialisé sur un marché en B2B, donc auprès des grands groupes, des grandes entreprises pour leur permettre de favoriser le maintien et la réinsertion dans l'emploi. Puis dans un second temps, une fois qu'on sera rentré sur la liste des prestations et produits remboursables par la sécurité sociale, offrir ce marché en B2C. Donc voilà, un prix de vente à 14 000 €. Je vais vous y rapidement montrer les tarifs actuellement. Donc on est sur un prix qui est un peu inférieur à la moyenne des fauteuils roulants verticalisateurs. Ça, c'est évidemment avant déduction et remboursement ou une formation en location en leasing. Pour les entreprises, il faut savoir que s'équiper du dispositif, c'est intégrer ce coût-là à leurs AGFIP ou à la FIPH si elles sont de la fonction publique. Voilà. Donc pour mener à bien cette équipe, donc vous avez eu Maxime au tout début et moi-même, et puis on a commencé à étoffer notre équipe R&D avec des personnes qui sont là depuis même leurs études, puis qui ont effectué des stages chez nous, et puis on les a gardés parce qu'ils travaillent très bien. On est accompagné par, actuellement, on est incubé à TechCare, qui est un incubateur santé du réseau Paris & Co. On était précédemment à X-Hub, qui est l'accélérateur de l'école polytechnique, puis j'ai suivi une formation à HEC Paris. Voilà, on a constitué un board parce que pour nous c'était important de montrer qu'on n'est pas venu ici au handicap juste parce qu'il y avait un peu de lumière. On a un board avec des experts, que ce soit de la recherche, Eric Monassilli qui est professeur des universités à l'Université de Versailles, Luc Soubiel qui est donc le papa et qui est président de l'association Loi 1901 sur les aides à la mobilité, Philippe Benussac qui était notre premier investisseur, qui a cru au projet, qui est docteur en médecine, donc ça l'a touché un peu personnellement. Et puis sur le côté business, on est accompagné par l'école polytechnique. Pour vous recadrer le contexte actuellement, donc on est en pleine phase d'industrialisation. On a lancé les préventes, des préventes avec des préventes déjà chiffrées auprès de nos partenaires comme Enedis, comme l'Université de Versailles, comme Thales, et des lettres d'intention déjà signées pour l'équivalent de 100 000 €. On est en pleine industrialisation et notre objectif, c'est de lancer la commercialisation au premier trimestre de 2019. Merci de votre attention. Ouais. Merci. Merci beaucoup pour cette intervention. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On va commencer par ça. Ils sont timides. Alors, pour les participants au hackathon, ça c'est un pitch et c'est ce que vous allez devoir faire dimanche soir. Donc en tout cas, je veux les réapplaudir parce que c'était de grande qualité. Alors moi j'ai une petite question, est-ce que vous avez breveté votre concept? Ouais, en fait, il y a eu deux brevets qui ont été déposés au tout début, en fait. C'est par les brevets qu'est venu l'entrepreneuriat, j'ai envie de dire. On a déposé les brevets au cours de mon doctorat, et c'est là qu'on s'est dit, mais pourquoi pas aller plus loin, quoi, pourquoi pas amener le produit jusqu'à la commercialisation, et c'est comme ça que c'est parti. Ouais. Et aujourd'hui, votre premier marché cible, c'est quoi? C'est les entreprises? C'est comment vous comptez vous faire connaître auprès des entreprises? Aujourd'hui, comme le montrait Lambert, il y a pas mal de cas d'usage qu'on essaie d'adresser. Il faut comprendre qu'une fois qu'on développe un dispositif à portée médicale, il y a toute une phase d'agrémentation. On a un dispositif qu'on veut vraiment ouvrir aux personnes à mobilité réduite, bien sûr, qu'elles soient en situation de handicap ou seniors, mais aussi aux personnes valides, pour tout un tas de très bonnes raisons, notamment pour plus faire de différence entre personnes qui sont assises dans un fauteuil pour des raisons de la vie et des personnes qui sont sur une trottinette. On pense qu'au contraire, il faut que tout le monde utilise le même genre de dispositif pour justement qu'il n'y ait plus cette pression sociale et psychologique sur les personnes qui sont en fauteuil. Et c'est pour ça que le premier marché qu'on adresse, d'une, parce que ça, réglementairement parlant, va plus vite, et deuxièmement, parce que ça permet d'ouvrir cet effet de désenclavement du handicap, c'est le marché des valides qui subissent des problématiques de pénibilité au travail. Lambert parlait des personnes qui sont au quotidien en train de piétiner, comme des agents de sécurité par exemple, ou des superviseurs de sites industriels. On parle de sites qui peuvent faire plusieurs hectares, hein, les sites pétrochimiques ou les bases militaires, comme nous l'a formulé la ministre des Armées. C'est des personnes qui
D'accord, les premières années n'ont pas forcément de difficultés, mais quand elles arrivent sur un âge plus avancé, c'est des troubles musculo-squelettiques au genou, au dos, au bassin, qui peut les orienter vers une désinsertion dans l'emploi. Et quand on a sur ce type d'emploi une obligation de se reclasser, ça devient difficile. Donc on s'orientera d'abord sur des personnes valides. Et là, l'objectif, c'est pas que ce soit un dispositif comme une trottinette pour s'amuser dans un skatepark, mais vraiment un dispositif qui vienne adresser une problématique de personnes en milieu professionnel. Le second, en tout cas le deuxième marché qu'on va adresser derrière, c'est bien sûr les personnes qui ont un besoin physiologique d'une aide à la mobilité, par les entreprises parce qu'ils ont une incitation intéressante et que nous, ça nous permet d'avoir un vecteur pour entrer sur le marché. Quand tu parles d'incitation, c'est des incitations financières? Tout à fait. De par l'État? C'est la prise en charge soit par les AGFIP, soit par le FIPH, d'aménagement, que ce soit aménagement de poste, aménagement de site, et en l'occurrence d'équipement pour les personnes à mobilité réduite. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois qu'on est autorisé à vendre auprès de personnes sensibles, donc avec des accréditations qui sont des accréditations de santé, dispositif médical, en classe 1 jusqu'à 3B pour les plus lourds, mais on ne sera pas dans ce cadre-là. Ça ne veut pas nécessairement dire que des personnes et des particuliers ont une facilité d'accès à ce dispositif. On est malheureusement sur des dispositifs dont le volume et la technicité imposent un certain prix, en tout cas au départ. Et il est bien sûr vrai, on l'a vu, on envisage de pouvoir le commercialiser autour de 14 000 € hors taxe. Pour les particuliers, il faut que ce soit un dispositif qui puisse être pris en charge pour qu'il soit accessible, pris en charge par le système de santé, donc la sécurité sociale, mais également par, et peut-être que certains d'ici les connaissent, mais les instances territoriales, départementales et régionales, et en bout de chaîne, les mutuelles qui viennent à compléter le coût des dispositifs. C'est pour ça qu'on a une prise du marché, entre guillemets, qui vient en plusieurs phases. La première et la plus évidente, c'est les personnes valides parce qu'elle a besoin de moins d'accréditation et en bout de chaîne, et on est désolé de le faire en dernier lieu, mais quelque part ça permettra aussi de montrer aux gens que ce dispositif, il est aussi pas que pour les personnes qui sont obligées de se déplacer en fauteuil. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Marine? Merci. Du coup, aujourd'hui, vous avez pas du tout lancé la commercialisation ou vous êtes juste vous êtes en préparation, où il y a déjà des particuliers qui ont... Parce que 14 000 €, en fait, moi, mon associé est en fauteuil, il a un nouveau fauteuil qui arrive mardi, il le paie 32 000 €. Alors, pas de sa poche, forcément, heureusement, mais en 32 000 €, on est sur des prix qui sont juste astronomiques, alors quand vous présentez un 14 000 € avec une solution qui a l'air... si top, même si ce ne sera pas forcément correspondre à son besoin à lui bien particulier, je me dis qu'il y a peut-être des personnes qui aujourd'hui ont les capacités financières de payer ça. Est-ce qu'ils peuvent déjà venir vous voir en disant voilà, j'achète votre produit, est-ce que je peux être livré demain? Alors, on est en train d'industrialiser le produit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans des phases où on va produire, mais plutôt sur la fin du premier trimestre, pour pouvoir le commercialiser en fin de premier trimestre ou début de deuxième trimestre de l'année prochaine. On a commercialisé, pré-commercialisé auprès de certains groupes, des groupes comme Thales, des groupes comme Enedis. D'accord, donc juste avec en B2B, quoi, du coup. En B2B, en effet, et de toute manière, c'est pour une livraison plutôt en début d'année prochaine, sachant qu'on doit avoir une cinquantaine ou une soixantaine de mails de personnes partout dans le monde qui nous disent mais écoutez, est-ce que je peux acheter vos dispositifs ou à combien? On en a même qui disent mais s'il faut, moi je vendrai ma voiture. Alors, le faites pas, mais en tout cas, ça nous montre un vrai besoin et on est ravis de pouvoir apporter une réponse. En effet, des dispositifs, il y en a 32 000 €, c'est probablement pas le moins cher non plus. Alors, il commence à être dans le haut de la gamme, on est d'accord. Oui, mais parce qu'il a des besoins particuliers, en fait, sûr. Ce qui fait que donc il peut pas faire moins cher, quoi. C'est terrible. Non, mais il faut bien comprendre, et je peux comprendre que ce soit frustrant pour les gens qui dépendent d'un fauteuil, que les dispositifs soient aussi chers. C'est vrai qu'en revanche, tant qu'on est sur des volumes qui ne sont pas des millions, comme c'est le cas dans l'automobile, un dispositif comme le nôtre, c'est le même prix qu'une petite voiture. Mais sauf que Renault, quand ils envoient une Twingo ou quoi que ce soit, c'est des millions d'exemplaires et ils ne font pas les mêmes économies d'échelle. Nous, on essaie de jouer le jeu, de pas se mettre sur des prix stratosphériques, alors que peut-être que les gens les achèteraient à ce prix-là, parce qu'on pense que notre boîte peut très bien fonctionner comme ça, tout en ayant un dispositif qu'on essaie de limiter en termes de tarifs. En fait, je veux juste compléter. On ne veut pas faire d'effet d'annonce parce que c'est vrai que sur les salons où on est présent, salon du handicap, autonomique, etc., les gens viennent nous dire, et la première question c'est combien ça coûte, et le deuxième c'est combien c'est remboursé par la Sécu. Et c'est évident, et
et évidemment que peut-être on lancera la commercialisation et si une personne vient nous voir, on pourra lui vendre à ce moment-là. Mais on ne va pas faire des effets d'annonce de volume en disant c'est bon, venez nous voir, sachant qu'on va probablement en frustrer énormément en leur disant pour le moment on n'est pas encore remboursé Sécu et ça n'arrivera que dans peut-être 6 ou 8 mois. Et plutôt le faire au bon moment, même ces effets d'annonce. Il va y avoir un effet disruptif sur le marché quand même. C'est ce qu'on espère. Ouais, aujourd'hui, il existe si on adresse la problématique de mobilité des personnes qui sont en fauteuil roulant, Lambert a fait un petit panel de ce qui existe sur le marché, des dispositifs manuels, des dispositifs électriques, des dispositifs verticalisateurs, et une très petite partie des dispositifs sur gyropode, comme c'est notre cas. Aujourd'hui, il n'existe pas qui soit et sur gyropode avec toute la manœuvrabilité, compacité et facilité d'utilisation qui existe et qui se verticalise. Alors, est-ce qu'on sera disruptif? Oui, pour être honnête, on a même d'autres idées. Et d'ici 2-3 ans, on sera encore plus disruptif. Mais quelque part, c'est que ça va aussi obliger le marché à réagir, et tant mieux. Et vous n'avez pas rencontré d'obstacles par les gros industriels qui vous voient arriver en disruption? Non, aujourd'hui non. S'il y a des difficultés sur un projet comme celui-là, c'est toujours des difficultés industrielles, mais pas au sens menace d'un groupe existant, mais les problématiques de fabriquer un dispositif médical. C'est long, c'est complexe, c'est beaucoup de recherche dans le cadre du doctorat de Lambert, et aujourd'hui c'est beaucoup de travail dans le cadre de l'industrialisation. Néanmoins, pour le moment, des Invacaire, Autoboc et autres ne sont pas venus nous menacer. Et quelque part, je pense que s'ils devaient faire des choses, c'est soit sortir un produit comme le nôtre, quitte à contrevenir à nos brevets. Ça, ce ne serait pas une bonne nouvelle. Mais on peut aussi imaginer qu'au contraire, d'ici quelques années, ils se disent « mais les cocos, vous faites des choses bien, venez chez nous ». Et si les conditions sont bonnes, peut-être. Parfait. Maxime, Lambert, de Girolift, on les applaudit une dernière fois. Merci beaucoup. Bon, pour continuer cette conférence, je vais appeler Guillaume Leroy-Méline d'IBM. Merci. Je vais te laisser la sapette. Merci. Écoutez, je suis très heureux de parler devant vous. D'habitude, je fais cette présentation à des clients et aujourd'hui, j'ai vraiment voulu faire cette présentation et vous allez avoir quelque chose d'inédit que je n'ai jamais présenté à qui que ce soit jusqu'à auparavant. On va parler d'intelligence artificielle. Et mon rôle, en fait, je suis directeur technique de l'intelligence artificielle chez IBM France. Et comme vous voyez, ou vous ne voyez pas, ceux qui sont devant moi peuvent le voir, je suis malentendant de naissance, et donc je suis sourd profond. Et en fait, l'intelligence artificielle m'a accompagné tout au long de ma vie. Et c'est pour ça que je voulais vous le présenter de cette manière-là. Et donc on va faire un petit historique pour commencer de qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle dans le domaine du son. En 1962, et je n'étais pas né, les premières prémices de l'intelligence artificielle étaient très orientées matérielles. Ici, ce que vous voyez, c'était une des premières machines, et on ne parle pas de logiciel, de machines de reconnaissance du son, qui s'appelait la shoebox. Et elle était capable de reconnaître tous les chiffres de 1 à 20 et les lettres de l'alphabet. Extraordinaire, vous allez me dire. Mais comment ça m'a impacté? Eh bien, en 91, est sorti un logiciel qui a été développé par IBM qui s'appelle SpeechViewer. À l'époque, j'avais 8 ans. Comme vous le voyez, je suis né en 83. J'étais chez l'orthophoniste et j'ai découvert ce logiciel qui était très intéressant parce que, comme vous le pensez, un sourd profond entend très très mal sa propre voix. Alors vous allez vous me dire, mais comment je fais pour parler aujourd'hui comme ça? Eh bien, ce petit logiciel était capable de reconnaître les voyelles A, O, I, O, U, et il y avait un petit bonhomme qui bougeait en fonction de la qualité des voyelles que je prononçais. Et donc, à travers un jeu entre moi-même et la machine, et là on commence à parler vraiment d'intelligence artificielle, en prononçant le A correctement, le petit lapin allait manger sa carotte. Super intéressant. Et puis, en 95, la puissance des machines commençait à arriver de plus en plus forte, et est arrivée via Voice, avec une capacité, cette fois-ci, de reconnaître les mots. Et donc, on devait parler comme ça au système en disant « Bonjour, je voudrais faire un écrit ». Il fallait vraiment séparer les mots entre eux. Mais ce qui était très intéressant,
C'est que je considérais qu'à partir du moment où la machine ne me comprenait pas, c'est parce que je prononçais mal. Et finalement est arrivé un jeu entre moi-même et la machine grâce à l'intelligence artificielle qui m'a permis d'arriver à un certain niveau d'élocution que j'ai aujourd'hui. En 97, on pouvait commencer à parler presque naturellement. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle naturally speaking, c'est-à-dire qu'on parle comme vous et moi là aujourd'hui, sans les fameuses liaisons entre les mots. Est arrivé un fait très intéressant l'année dernière, grâce justement à l'avènement du deep learning, donc c'est-à-dire des réseaux de neurones profonds, des algorithmes très avancés d'intelligence artificielle, et aussi grâce à l'avènement de plus en plus de données, où un système informatique a atteint le niveau de performance de l'écoute humaine dans la retranscription. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le domaine de la reconnaissance vocale, bien sûr quand il n'y a pas trop de bruit, quand les qualités sont réunies, atteint le même niveau de performance qu'une oreille humaine valide. Et ça a donné quoi? Ça a donné, à partir depuis 2017, un outil qui m'aide réellement dans la vie de tous les jours, qui est une application qui s'appelle Roger Voice sur mon téléphone portable, qui me permet de transcrire en temps réel toutes les conférences téléphoniques que je fais en anglais, en français, en italien, dans toutes les langues. Vous imaginez l'autonomie que ça me donne, car auparavant, j'étais obligé de réserver à l'avance quelqu'un qui allait se connecter à mon téléphone, taper ce qui allait se dire, etc. Je devais prévoir mes coups de téléphone 1 heure, voire parfois même 1 jour, 2 jours avant. Et bien maintenant, je sors mon téléphone, je demande au système de transcrire ce qui se dit, et ça le fait immédiatement. Et ça, c'est grâce à l'intelligence artificielle dans le domaine de la reconnaissance sonore. Alors maintenant, comment ça se fait qu'on est arrivé ici à ce niveau-là de qualité de l'intelligence artificielle? Eh bien, il y a eu un croisement de 3 facteurs. Le premier facteur a été la théorie. Les premières théories d'intelligence artificielle sont arrivées en 1956. Donc vous voyez, c'est quand même bien plus vieux qu'on le croit. Simplement, on ne parlait pas forcément d'intelligence artificielle, on parlait plutôt d'autres systèmes, des systèmes apprenants, des systèmes raisonnants, etc. Et puis, la puissance de calcul qu'on avait à l'époque, et c'est pour ça que vous avez la grosse machine là, qu'il fallait pour calculer en fait, la reconnaissance vocale au tout début, à partir de 1995, on a commencé à avoir une puissance machine suffisante pour commencer à appliquer cette théorie de l'intelligence artificielle que nous avions. Simplement, qu'est-ce qui se passait? On faisait ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle symbolique, à la base de règles. C'est-à-dire que si le spectrogramme du son A ressemblait vraiment avec des critères très précis pour dire que c'était A, alors on écrivait que c'était un A. C'est-à-dire que l'homme décrivait la règle, c'est ce qu'on appelle le symbolisme, décrivait la règle pour reconnaître quelque chose. En 2005, l'avènement d'Internet, l'explosion des données. Et cette explosion des données, et surtout ces derniers temps, grâce à l'utilisation massive finalement du système informatique. Eh bien, le croisement des données, de la puissance de calcul et de la théorie nous permet aujourd'hui d'atteindre justement ces niveaux de performance humaine dans tous les domaines, que ce soit dans la reconnaissance vocale, que ce soit dans la compréhension de texte, que ce soit aussi dans la reconnaissance d'images. Alors maintenant, quelles sont les applications, vous allez me dire. Alors on a parlé tout à l'heure de reconnaissance vocale. Simplement, ce n'est pas la seule application de l'intelligence artificielle dans le domaine du son. Il y a des petites startups qui regardent comment on pourrait faire en sorte que des boîtiers à la maison puissent reconnaître les sons de la maison, ou comme des montres, qui vont me dire, bah, tiens, il y a quelqu'un qui klaxonne, tiens, il y a ton téléphone qui sonne, attention, il y a beaucoup de bruit, regarde autour de toi, etc. Il existe aussi un autre boîtier qui a été fait par une autre start-up à la maison qui va se colorier en rouge si le bébé pleure, si la sonnette va se colorier en vert si la sonnette sonne, etc. C'est-à-dire qu'au-delà de la reconnaissance vocale, on sait même maintenant très très bien reconnaître du son. Dans la reconnaissance visuelle, et là on pense tout de suite à ceux qui sont malvoyants, ceux qui sont même totalement non-voyants, où justement, que vous voyez là-haut, c'est une technicienne extrêmement chevronnée
d'IBM, qui est un IBM Fellow, donc il y a un très grand historique chez IBM, et qui a développé, avec l'aide de plusieurs universités, tout un système qui permet de naviguer dans les universités avec plusieurs fonctions, de pouvoir, avec des petits bornes réseau, pouvoir trouver son chemin vers une salle, pouvoir aussi, grâce à la reconnaissance visuelle, reconnaître les personnes, pouvoir aussi reconnaître l'émotion d'une personne. Et ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que cette personne-là, maintenant, est capable de dire « Oula, mais tu as une mauvaise tête ce matin, qu'est-ce qui t'arrive ?» Vous imaginez le gain d'humanité qu'on gagne avec cette intelligence artificielle? Dans la mobilité, finalement, la voiture autonome est bourrée d'intelligence artificielle. Il va y avoir de la reconnaissance spatiale, de la reconnaissance visuelle, de la reconnaissance du stress, etc. Vous ajoutez à cette voiture autonome qui roule toute seule en Allemagne une petite rampe. Vous imaginez la facilité que vous rentrez dedans avec un fauteuil roulant, ou même votre Segway amélioré, que j'adore, et puis pouvoir naviguer tranquillement en disant simplement où est-ce que je vais. Ce système-là va aussi avoir des facultés de reconnaissance vocale. Vous pouvez lui poser une question en lui disant « Mais quel est le monument que vous voyez à votre droite ?» L'intelligence artificielle est capable de dire « Voilà, selon la position où je me trouve, la direction dans laquelle je vais, la droite est par là. Ce type de monument, je regarde sur Google Maps quelle est la typologie du monument, et puis par la suite, j'explique l'histoire du monument que j'ai trouvé sur Wikipédia. » Eh bien, tout ça, ce cheminement de plusieurs facteurs, c'est une intelligence artificielle qui va être de plus en plus évoluée. Il y a aussi des applications qu'on ne pense moins, notamment dans la capacité de lecture. On est capable de comprendre la sémantique, le sens des textes. Et ça va donner des applications qui sont très intéressantes, notamment pour ceux pour l'autisme ou pour ceux qui ont des difficultés à comprendre. On va pouvoir dire, par exemple, c'est un système qui a été développé par IBM qui s'appelle Ability Lab, qui va dire, ben voilà, ton texte là que tu es en train d'écrire, il est beaucoup trop compliqué. Tu es en train d'utiliser du vocabulaire trop compliqué pour les gens qui sont autour de toi, pour ceux qui ont parfois des difficultés à apprendre. Et donc voilà comment je te propose de corriger ton texte pour qu'il soit beaucoup mieux compréhensible. Ou bien va permettre de rajouter des petits pictogrammes au-dessus du texte pour combiner à la fois information textuelle et information visuelle pour faciliter la lecture. Et puis aussi des facultés de faire des résumés automatiques. Et ça, c'est intéressant parce que quand vous voyez la masse d'informations que vous avez sur Internet, ce qu'on vous propose, etc., quelqu'un qui a des difficultés à lire, il ne peut pas digérer cette masse d'informations. Eh bien, il existe des intelligences artificielles qui sont capables de résumer le texte, d'en extraire le sens le plus important, et justement de permettre de donner accessible ce savoir qui se retrouve dans des milliers et des milliers de pages comme Wikipédia. Alors maintenant, comme j'ai appris que vous allez faire un hackathon, eh bien, j'ai décidé de vous présenter mes quelques petites méthodologies que je donne à mes clients afin de pouvoir implémenter efficacement une intelligence artificielle dans le système. La première, c'est de réfléchir à quelle est l'expérience que vous voulez offrir à votre client, à votre personne, etc. Ce n'est pas la peine de dire, tiens, je vais mettre de l'intelligence artificielle. Non. Il faut d'abord penser, je suis en train de faire une application pour ceux qui ont de la difficulté à voir. Et bien, dans ce cas-là, effectivement, je vais m'orienter vers de la technologie de reconnaissance visuelle. Partez toujours du besoin utilisateur. Comprenez ce que c'est l'intelligence artificielle et après, dites-vous comment vous allez l'appliquer pour votre expérience utilisateur. Donc, partez toujours de l'utilisateur. La deuxième est de choisir après, finalement, selon la typologie d'intelligence artificielle que vous avez décidé d'utiliser, que ce soit d'analyse de texte, du son, d'images numériques, visuelles, géospatiales, etc. De dire, voilà, quels sont les bons algorithmes, quelles sont la bonne plateforme. Il y a des plateformes qui sont disponibles sur le cloud, que ce soit celles d'IBM, bien sûr, celles de Google, celles de Microsoft, qui vont offrir toute une capacité, donc à la fois de l'intelligence artificielle embarquée, qui vont pré-entraîner pour traiter de l'image, du son, etc. Ou vous pouvez même créer votre propre intelligence artificielle, vos propres algorithmes. Bien sûr,
Ces algorithmes se nourrissent de données. Une fois que vous avez décidé quelle est la bonne expérience utilisateur, quelle est la typologie, la technologie que je vais utiliser, comment je vais collecter toutes ces données qui me sont nécessaires pour entraîner l'intelligence artificielle. Si vous voulez vraiment entraîner sur par exemple, reconnaître des objets qui ne sont pas tout à fait communs et que vous voulez entraîner une reconnaissance visuelle sur des objets extrêmement précis, eh bien, il va falloir collecter des photos de ces objets dans tous les angles pour pouvoir les donner, entre guillemets, à l'algorithmie pour qu'elle puisse apprendre, en fait, de cette spécificité. Et enfin, là-dessus, j'aimerais appuyer quelque chose de très fort, c'est que l'intelligence artificielle apprend de vous. Et ça, c'est un principe que j'applique très fortement à mon équipe qui développe des systèmes d'intelligence artificielle pour nos clients. Par exemple, un assistant virtuel pour le Crédit Mutuel qui permet de répondre aux questions les plus fréquentes des conseillers et des clients du Crédit Mutuel. Un assistant virtuel pour Orange Bank, un assistant virtuel pour l'assurance, etc. Il y a beaucoup d'endroits, finalement, où on se retrouve confronté, l'intelligence artificielle se retrouve confrontée à des hommes et des femmes. Eh bien, aujourd'hui, nous faisons très attention à ne pas mettre de biais humains. Ce n'est pas parce qu'on parle « je suis au foyer », par exemple, que c'est forcément une femme. Ça peut être un homme ou une femme. Et ça, tout vient d'hommes et de femmes qui vont apprendre à l'intelligence artificielle que les données ne sont pas biaisées, c'est-à-dire qu'elles sont bien équitables pour tout le monde, et qu'elles soient équitables pour les hommes, pour les femmes, pour les valides comme les handicapés, que ce soit équitable, que ce soit la race, etc. C'est très important. Et c'est pour ça que dans mon équipe, en fait, finalement, nous avons 150 personnes, toutes spécialisées dans l'intelligence artificielle, qui ont des handicaps, qui sont des femmes, qui sont des origines différentes, etc. Donc c'est très important d'avoir cette inclusion dans les hommes et les femmes qui apprennent l'intelligence artificielle pour justement avoir une meilleure intelligence pour le bien de tous. Alors, je voudrais finir là-dessus. On se dit, mais tiens, l'intelligence artificielle, finalement, quelle est la prochaine étape? Quel est le prochain chemin? On se rend compte qu'elle est capable de faire beaucoup de choses aujourd'hui. Vous donnez ça à lire à une intelligence artificielle, même à l'oreille, personne n'est capable de le faire. Et pourtant, c'est comme ça que j'entends les voix au téléphone et que je suis capable de reconstituer qu'est-ce qui s'est dit au téléphone avec juste cette information-là. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, toutes les intelligences artificielles que nous faisons manquent, on va dire, de contexte. C'est-à-dire ont beaucoup de mal à comprendre effectivement tout l'environnement, les personnes, la mémoire, l'historique de la relation humaine. Et donc c'est pour ça que finalement, qu'est-ce qu'ils se disent? C'est la phrase qui est là, c'est « J'ai été ravi de vous présenter mon expérience sur l'intelligence artificielle, parce que finalement je suis là devant vous et je suis en train de parler d'intelligence artificielle et de ma propre expérience. » Et ça, c'est la prochaine étape en fait de l'intelligence, c'est de rajouter cette capacité d'avoir un contexte, d'adaptation que nous, tous en tant qu'humains, nous avons. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Guillaume. Alors, j'ai envie que tu restes un peu avec nous. Tu nous as fait rêver, je pense, pendant ta présentation. Tu nous as mis des paillettes. Et j'ai envie qu'on continue un peu à rêver ensemble. Alors, on est à Itonomie 2030. On est le 14 octobre. Il fait 32 degrés, réchauffement climatique oblige. Qu'est-ce que, concrètement, va représenter l'IA dans notre vie quotidienne à nous? Qu'est-ce qu'on la verra quand je vais sortir, quand je vais être chez moi? Qu'est-ce que je vais voir? Je te disais, est-ce que tu as des exemples concrets de ce que pourrait être l'IA dans notre vie quotidienne en 2030? Oula, en 2030, il y a beaucoup de perspectives. Là. Alors effectivement, ça va être... ce qui apparaît énormément, c'est l'interaction vocale. On le voit aujourd'hui avec notamment tous les petits boîtiers, Amazon Alexa, Google Home, etc., où aujourd'hui, il faut poser une question, il faut appeler le boîtier pour que justement il commence à réagir. Demain, tout ça va être naturel. On va dire que justement, c'est exactement cette notion de contexte. Il faut que le système puisse comprendre quand est-ce qu'on lui parle, quand est-ce qu'on ne lui parle pas. Et donc finalement, cette interaction à domicile va se faire complètement par la voix, ou peut se faire aussi par le texte ou par d'autres technologies. L'avantage de la technologie informatique, c'est qu'une fois qu'on a de l'information, quel que soit le handicap sensoriel dans lequel on a dans l'autre sens, on va pouvoir la réafficher dans le bon moyen, que ce soit par écrit, que ce soit par la voix, ou simplifié par des images. Donc 2030, pour moi, c'est l'avènement en fait,
d'une communication complètement naturelle entre l'intelligence artificielle et moi. C'est-à-dire que dire que, bah tiens, demain, je vais au salon autonomie, j'ai juste ça à dire, la voiture est prête, je m'en vais, et le système, c'est exactement où est-ce que je dois aller. D'accord. Et est-ce que selon toi, en fait, on doit fixer des limites à cette intelligence artificielle, et quelles doivent être ces limites, si on doit en fixer? Alors, il y a plusieurs limites. Alors, la première, c'est les données. On l'a vu avec les nouvelles lois, notamment la RGPD, que justement, ça vous donnait accès au contrôle de ces données. Et ça, je trouve que c'est très très bien, parce que justement, on peut choisir, on doit pouvoir choisir est-ce qu'on donne nos données à une intelligence artificielle ou est-ce qu'on ne le donne pas. Donc ça, c'est la première limite. Utiliser les données de celles qu'on a le droit d'utiliser et celles que surtout les utilisateurs ont sciemment données aux personnes, parce que souvent c'est très caché dans les règles. Je suis sûr que vous ne lisez pas tout le règlement de privacy en anglais, désolé, c'est un peu français, mais que vous avez quand vous souscrivez sur un service, vous ne le voyez pas. Ça, c'est la première limite. La deuxième limite, j'en ai un petit peu parlé, c'est les biais humains. Donc il faut vraiment qu'on soit très inclusif dans la manière de fabriquer l'intelligence artificielle pour justement ne pas accélérer, augmenter ces biais humains. Et justement, dans cette intelligence, ça serait une grave erreur. Très bien. Et est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, monsieur, vous nous avez régalé. Merci. Parce que durant votre exposé, l'intelligence artificielle, pour moi qui suis profane, eh ben, j'ai compris. Vous avez réussi à vulgariser sans dénaturer. Vraiment bravo et merci. La question qui vient à l'esprit, monsieur, est-ce que les techniques dont vous bénéficiez aujourd'hui, est-ce qu'il est répandu maintenant? Est-ce qu'un lambda peut en bénéficier ou alors c'est encore au stade expérimental ou limité? Merci. C'est extrêmement répandu. On va dire qu'il va y avoir deux grandes catégories. En fait, on a l'intelligence artificielle dite générique. Typiquement, vous avez des API. Quand on dit des API, c'est des services que vous appelez avec un programme informatique. Ou tout simplement, vous envoyez une image et en retour, il va vous dire qu'est-ce qu'il y a dans cette image. Ou alors, vous pouvez envoyer un texte et en retour, il peut très bien vous dire quelle est l'émotion qu'il y a dans ce texte, la joie, la peur, etc. Donc aujourd'hui, dans le cadre d'un hackathon, extrêmement rapidement, eh bien, c'est immédiatement accessible, on va dire, pour peu qu'on sache un tout petit peu programmer. Et après, effectivement, il y a des niveaux de plus en plus spécialisés, où là, effectivement, il vaut mieux avoir l'apport qu'on appelle de data scientists, donc des scientifiques de la donnée, et puis des personnes qui vont intégrer tout ça, ces algorithmes, dans des logiciels. Donc je pense qu'il y a les deux. Il y a une partie qui est accessible, qui est grand public, et une autre partie qui demande un peu plus de recherche et de développement. Ça répond à votre question? Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? Bonjour. Comment est-ce que vous travaillez aujourd'hui avec les startups? À titre purement personnel, je peux être très intéressée notamment par la partie Ability Lab. Et est-ce qu'il y a des modalités particulières? Est-ce que c'est complètement fermé? Ou voilà, qu'est-ce qui peut en être? Alors, IBM, pour toutes les startups, a ce qu'on appelle des comptes pour la première année sur le cloud IBM qui permet d'accéder à toutes ces fonctionnalités d'intelligence artificielle pour les intégrer dans les produits. Alors, je ne connais pas le montant exact, mais en tout cas, c'est ouvert à toutes les startups qui viennent d'être créées pour pouvoir justement faciliter le développement dans ce genre de système. Après, selon effectivement le sujet, etc., on peut imaginer des collaborations beaucoup plus poussées sur certains sujets. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'avais une dernière petite question, mais je vais te laisser, vas-y. Je remarque qu'il n'y a que le premier rang qui pose des questions. C'est toujours les plus sages. Merci beaucoup, je suis d'accord avec monsieur, super conf, et merci beaucoup pour ce témoignage. On a vu pas mal d'outils pour la compréhension orale, la capacité visuelle. Aujourd'hui, et dans notre sphère, on voit beaucoup d'autres choses qui sont sur l'autonomie du déplacement. Alors, bien évidemment, sur des véhicules comme des voitures, avec bien évidemment pour nous en tête de l'appliquer à d'autres choses. Qu'est-ce que vous voyez qui est vraiment une rupture forte? Parce que l'autonomie du déplacement, on voit ça depuis longtemps. Ça commence à émerger. Comment est-ce que vous pouvez quelque part l'analyser
au travers de ce qui émerge. Analyser les déplacements, c'est ça? Ouais, pour vous, quel est le facteur qui fait qu'aujourd'hui, on envisage réellement, dans quelques années, mais très proche, d'avoir des véhicules qui se déplacent tout seuls? Dans quelle mesure est-ce que c'est réapplicable ailleurs? Ok. Alors, on est aujourd'hui dans la voiture autonome, ce qu'on appelle le niveau 2. C'est-à-dire que globalement, les voitures peuvent rouler toutes seules en fait, sur l'autoroute ou sur les voies nationales, etc. Mais cela dit, on ne sait pas gérer toutes les situations. Et il y a des moments, le niveau 2, ça veut dire que le système conduit tout seul, mais on garde les mains sur le volant. D'accord ? Donc ça veut dire qu'il y a toujours l'intervention humaine derrière. Et aussi pour une autre raison, c'est qu'on n'a pas résolu un dilemme extrêmement fort, qui est de dire que si une intelligence artificielle a le choix entre percuter quelqu'un sur la route ou tuer son conducteur, comment décide-t-on? Donc, c'est pour ça qu'on est encore à ce niveau 2. Maintenant, comment on fait pour arriver au niveau 3, niveau 4? C'est-à-dire que les véritables voitures 100% autonomes. Il y a les constructeurs, tous ceux, les fabricants, les constructeurs de routes, les collectivités publiques, qui réfléchissent justement à mettre en place ce qu'on appelle des petits capteurs sur toutes les routes, pour justement faire un petit peu comme le TGV ou le métro automatique, c'est-à-dire que ne pas compter uniquement sur la capacité de la voiture à analyser l'environnement qui l'entoure, est-ce qu'il y a des feux rouges, des voies, etc., mais que l'environnement qui l'entoure donne de l'information à la voiture. Donc ça veut dire qu'il va y avoir, pour arriver à des niveaux supérieurs, il va falloir qu'il y ait un échange entre le système et l'environnement qui l'entoure. Et c'est exactement en fait les mêmes genres d'échanges que je disais à la fin, c'est-à-dire la notion de contexte, de bien comprendre le contexte pour pouvoir prendre la bonne décision. Merci. Il y avait une dernière petite question. On va faire très très vite. On t'apporte le micro. Tu vas représenter les rangs du fond, c'est bien? Bonsoir. J'aimerais savoir quels sont vos projets d'IA en cours de développement dans le secteur de la santé. Alors, dans le secteur de la santé, il y a beaucoup de projets d'intelligence artificielle. Alors, le premier qui est le plus connu, surtout, c'est l'analyse des radios, que ce soit des radiographies, on va dire, de cancer, etc., pour aider les médecins à classifier est-ce que la cellule est cancéreuse ou non. Il y a eu une étude en Chine, justement, qui a été faite avec un panel de 200 médecins de mémoire et qui ont comparé, en fait, le pronostic donné par les 200 médecins versus le pronostic donné par une intelligence artificielle. Et on s'est rendu compte que le pronostic était meilleur dans l'intelligence artificielle que par les médecins. Donc ça, c'est celui qui est le plus connu. Maintenant, on n'est pas obligé de faire que de l'analyse d'image. Il y a aussi, comme par exemple, quand vous prenez des tests sanguins, finalement, c'est extrêmement chiffré, c'est des chiffres. L'intelligence artificielle va pouvoir aussi manipuler ces chiffres et regarder un petit peu quelle est la corrélation entre les chiffres, les radios, les symptômes, etc., pour donner un pronostic. Maintenant, c'est en progrès, on va dire, et c'est exactement comme la voiture, il y aura toujours l'homme pour contrôler et prendre la décision finale. Et il faut voir ces outils comme une aide et pas comme un remplacement. Et ça, c'est clairement mon credo, en fait. C'est-à-dire que quand je parle avec les gens et les entreprises, la première chose que je pose comme question, c'est pourquoi vous voulez le faire. Si elles me répondent, c'est juste pour réduire les coûts, non. Merci beaucoup, Guillaume. On peut l'applaudir très fort. Alors, pour continuer sur cette belle lancée, je vais appeler Philippe Trottin, Accessibility Lead chez Microsoft. Merci beaucoup. Alors, on a vu des sujets très intéressants en fait sur l'intelligence artificielle. Moi, je voulais repartir de façon un peu plus basique dans un premier temps sur des sujets d'accessibilité numérique. Parce que comme une des remarques qui a été faite, c'est l'intelligence artificielle, on réussit à se projeter un peu dans le futur, mais qu'est-ce que les utilisateurs dès aujourd'hui peuvent utiliser? Je vais commencer par une petite vidéo. We have so many people who are non-verbal, but still have so much to say. I want the exact same information that my hearing friends have. There are barriers to communication everywhere, but I think it's time we look at the barriers as opportunities to reach out to everyone.
Soundscape fills in a lot of the mental map as you move. Approaching intersection. You can just put it in your pocket and go. With ALS, you become locked in. But we see technology as a way to give back what ALS has taken away. There's no better feeling than to hear a child say something that they've wanted to say and the look on their face after they've been able to say it. When it's reading, I see spaces between the words, and it's easy to focus on. Anjay realized that here was something that could change his life. Now that I have my phone, I can see exactly what was said, and that's been a huge help to me. The system is learning as it goes, and the accuracy has improved tremendously. Students can pick any language that they choose to receive the information. It's like we jumped into the future. Because communication is very important for all of us, and we just want to be together and not feel left out. Aider les personnes avec autisme à communiquer, il y a des images. Je parle, je donne une information à Arthur et elle est traduite par l'application El Picto instantanément en pictogramme et après d'une façon orale. Va t'habiller et te brosser les dents. On va pouvoir remettre en place une communication qui est plus spontanée. Je crois que ça aide à recréer du lien. Both my wife and I are totally blind, and we have a 3-year-old son that's in preschool. He can see, but his parents can't. So to be able to know what's going on at his school is everything. The Seeing AI app has the ability to allow me access to the visual world. Artificial intelligence is beginning to have an impact on the lives of people with disabilities, but it's only going to grow. There is still so much out there to be done. Alors on a vu un certain nombre en fait de solutions dans cette vidéo qui sont des solutions qui existent déjà. On peut avoir par exemple une application sur son téléphone qui permet de reconnaître un visage, qui permet de reconnaître une expression de visage. Donc on est un peu dans la même démarche que ce qu'IBM va présenter précédemment. Google a un peu les mêmes services également. C'est un certain nombre en définitive de solutions qui permettent de répondre aux problématiques de déficit des personnes en situation de handicap, des problèmes d'audition, des problèmes de voix, des problèmes de mouvement. Donc en fait, on essaye de répondre à tout ça. Alors je vais passer ça très rapidement. Hop. Je vais resituer un petit peu pourquoi Microsoft s'intéresse à l'accessibilité numérique. En définitive, le patron de Microsoft aux États-Unis a 2 enfants en situation de handicap, et je pense que tous les projets qui naissent sur les sujets autour du handicap viennent de cas personnels. Quand on va rencontrer des entreprises, quand on va rencontrer des utilisateurs, ou quand on va dans des hôpitaux, quand on va dans des écoles avec des gens qui sont concernés, d'un seul coup, on se dit mais il faut répondre au problème. Le gyropode qu'on a vu en introduction en est un bon exemple en fait. C'est parce qu'il y a un cas personnel qu'on a envie d'adresser qu'on réussit à trouver une solution, et en fait l'humain est au centre de tout ça. Quand on va discuter avec des entreprises, une entreprise aujourd'hui va se préoccuper principalement de l'emploi des personnes en situation de handicap, donc va se préoccuper de l'adaptation des postes de travail, va se préoccuper de changer aussi la perception, parce que pour qu'une personne en situation de handicap soit incluse dans une entreprise, il faut que quelque part les managers acceptent de la recruter, parce que c'est un vrai challenge, c'est un vrai enjeu aussi. Il faut effectivement que la personne soit capable de venir dans l'entreprise, donc elle a des problèmes de déplacement, il faut qu'elle soit capable éventuellement d'être accompagnée. Elle peut avoir besoin de choses très concrètes pour aller aux toilettes, pour éventuellement lui expliquer les règles de l'entreprise. Donc il y a plein de choses là-dessus. Et on a un sujet qui concerne l'accessibilité numérique, et ça concerne énormément de domaines très différents. On a vu beaucoup de domaines de la recherche précédemment, mais en définitive, un des premiers points, c'est le côté éducation. Finalement, les enfants sont les futurs développeurs de demain, donc c'est pour ça que j'en parle dans le cadre d'un hackathon. En définitive, si les enfants sont sensibilisés à cette démarche d'inclusion et de trouver des solutions pour essayer d'aider les gens à être en définitive comme tout le monde et pas avoir de barrières, ça permet d'avancer.
On a des sujets autour d'innovation, etc. Les associations sont très demandeuses également de trouver des solutions. Donc quand on est en train de travailler sur un hackathon, je pense qu'il y a un point qui est intéressant, c'est d'essayer aussi de se dire finalement qui vont être mes utilisateurs, qui sont potentiellement des associations qui seraient demandeurs de pouvoir avoir les services que vous allez offrir à travers vos applications, à travers vos solutions. Rapidement, une petite définition en fait du handicap. On a trop tendance à voir le handicap comme étant en définitive un problème physique, un problème de déficience. Il y a eu une évolution quand même de la définition, puisqu'en fait maintenant le handicap est vu comme un problème relatif à un contexte. Je vais donner un exemple. Je suis allergique au chlore. Je vais dans une entreprise comme Microsoft travailler, j'ai pas de problème. Je suis maître nageur, je suis handicapé. Donc il y a ce type de situation, et donc il faut bien se rendre compte que c'est le contexte dans lequel la personne va évoluer qui va l'handicaper ou ne va pas l'handicaper. Donc les solutions qu'on peut être amené à développer dans le cadre d'un hackathon permettent justement de tenir compte aussi de ce contexte pour pouvoir faire face à la difficulté qu'une personne dans un contexte donné peut rencontrer. Il y a une vision aussi du handicap que j'aime beaucoup, c'est quand on va parler de handicap, on a tendance à parler de handicap permanent. Voilà, j'ai un problème de mobilité, j'ai un problème d'expression, j'ai un problème d'audition, donc on est vraiment dans du handicap permanent. Mais il ne faut pas oublier en fait qu'il y a énormément de gens qui se retrouvent dans des situations de handicap temporaire. Moi j'ai un collègue au mois de septembre, il est tombé, il a eu un problème avec le bras, et pendant un mois et demi, il a fait de la dictée vocale, parce que pour faire ses mails, pour faire ses documents, pour faire tout ça, il a utilisé des solutions qui permettent à chacun en fait de pouvoir être beaucoup plus efficace et qui a priori répond aussi à un besoin dans le cadre du handicap. Mais il y a aussi des cas situationnels. Je suis jeune papa, j'ai un enfant dans les bras, finalement j'ai plus qu'une main pour utiliser ma technologie. Donc toutes les solutions qu'il va falloir développer, il faut pouvoir les faire en considérant que je n'ai qu'une main. Je ne suis valide qu'avec une main. Voire, je suis un barman dans un environnement très bruyant, je vais avoir des problèmes de communication avec des gens qui vont me commander des boissons et je vais avoir probablement une pénibilité aussi dans cet environnement. Donc il faut être capable de trouver des solutions qui vont permettre de répondre à ces enjeux. On a, nous, une démarche, si vous avez l'occasion d'aller la trouver, qui s'appelle Inclusive Design, qui permet en fait de confronter une solution à laquelle on a pensé à des petits personas qui représentent des personnages dans différents types de situations de handicap et de se rendre compte, en définitive, d'identifier l'exclusion, c'est-à-dire de se dire là, on a fait quelque chose, mais en définitive, on exclut un certain nombre d'utilisateurs de notre solution. Donc une fois qu'on a répondu à cette problématique, on se dit ok, comment je vais faire pour solutionner ça? Donc on va essayer d'apprendre en fait de la difficulté pour essayer de résoudre le problème. Donc c'est une démarche assez positive. Et en définitive, une fois qu'on aura résolu ça, il faut se poser la question de savoir si la solution qu'on a conçue, elle peut bien être étendue à tous les utilisateurs. Alors je vais donner des exemples très concrets dans la vie courante. Il faut savoir qu'un régulateur de vitesse, ça a été fait pour répondre à un enjeu de handicap. Maintenant, aujourd'hui, tout le monde en a dans les voitures et on ne se pose plus la question. Deuxième exemple, vous allez dans un aéroport, vous n'êtes pas surpris d'avoir des sous-titres sur tous les écrans que vous pouvez trouver à droite à gauche. Ça a été fait en fait pour des problèmes de surdité. Donc en fait, c'est tout un tas de technologies, de solutions qui ont été au départ développées pour répondre à un enjeu de handicap, mais qui ont été étendues à énormément de cas d'usage et d'utilisation. Donc ça, c'est très intéressant. Pour parler un peu concrètement aussi, on a plein de produits qui aujourd'hui, alors moi je vais parler de ceux de Microsoft, mais c'est pareil de Google, c'est pareil d'IBM, c'est pareil de tous les éditeurs en fait de solutions qui font de la recherche depuis très longtemps sur la reconnaissance vocale, la reconnaissance d'image, etc. Et en fait, ce qu'on met à disposition, en fait, par exemple, dans un outil comme Word, un traitement de texte, ou un outil comme Outlook qui permet de faire du mail, on met en place de la dictée vocale, c'est déjà disponible. Donc en fait, c'est pour expliquer qu'on ne se rend plus compte qu'on utilise de l'intelligence artificielle, on utilise une fonctionnalité qui, derrière, va consommer en fait, cette intelligence artificielle. Après, il y a des produits que l'on peut avoir conçus au départ pas du tout dans un cadre d'usage de handicap, mais qui peuvent être détournés dans un cadre de handicap. Je vais prendre un exemple concret. Je suis une personne à mobilité réduite. Pas de chance, je devais me rendre à une réunion au 3e étage et l'ascenseur est en panne. Je vais quand même pouvoir me connecter à la réunion. Je vais quand même pouvoir faire
éventuellement du télétravail si je suis très fatigué. Enfin, je vais pouvoir utiliser du Skype, par exemple, pour faire ce type de fonctionnalité. On va un tout petit peu parler d'innovation. Je vais vous montrer une vidéo qui est un cas d'exemple de ce qui a pu être fait en fait par une chercheuse, qui est très très intéressant. Okay, right, I'm going to try and replicate this here. We're off to a great start. I tend to kind of just avoid doing sketching and writing now because it's not really worth it if you get something like that. Anything you could do that would just make my hand do what I want it to do and to be able to sign my name would be an incredible thing. How do we even just begin to help her overcome this particular symptom of her tremors and helping her be able to regain her writing ability, her drawing ability? So what I'm doing is I'm making a very rough prototype, and what this board does is I can connect into it through these wires, these tiny coin cell motors. So these motors will vibrate. I personally think that what this is doing is it's short-circuiting whatever feedback loop there is between the brain and the hand that's causing the tremors. So the idea is if you are distracted by the vibration, are you able to write better? I don't know. I don't know. It's affecting something. I don't quite know what's happening. I'm on to something, right? I'm on to something. It makes me forget that I have a tremor. I haven't drawn one of them for a long time. I've actually just written my name for like the first time in ages. I can't believe it. Mum, it's called the Emma. Oh, brilliant. It's got my name on it. Right. Voilà, donc en fait, ce qu'on a vu dans la vidéo, c'est qu'au départ, il y a une problématique qui a été identifiée, une personne avec le Parkinson qui perd complètement la capacité de dessiner, qui perd complètement la possibilité même ne serait-ce que d'écrire son nom. Une chercheuse se dit « Ok, il faut que je réussisse à résoudre ce problème ». Alors on l'a vu dans le processus de recherche, elle se dit bah, « Tiens, peut-être qu'en mettant des petits moteurs pour compenser avec un bracelet, on va peut-être trouver une solution », mais elle ne sait pas. Elle va tester, elle ne sait pas du tout ce que ça va donner. Et puis en définitive, elle prend un panel d'utilisateurs, elle leur fait essayer la solution, elle fait des réglages, ça prend un certain temps. Vous allez le faire pendant 2 jours, là, donc vous allez aller vite. Et puis une fois en fait qu'elle a réussi à trouver ça, et ben, elle va le tester en conditions réelles avec l'utilisatrice. Et par chance, l'idée qu'elle a eue et qu'elle a réussi à faire germer a permis de résoudre le problème de Parkinson en simplement compensant les mouvements erratiques par des petits moteurs qui, du coup, ne font plus bouger la main, enfin compensent, on va dire, le mouvement erratique de la main. Donc typiquement, voilà, c'est un peu la démarche qui était intéressante en fait de cette vidéo. C'est un peu ce qu'on fait. On se pose un problème, on essaye d'avoir une idée, on essaye d'aller au bout de cette idée, et puis de temps en temps, par chance, on va réussir à déboucher sur une solution. Puis de temps en temps, finalement, la solution qu'on aura trouvée ne sera pas forcément la bonne, et on réessayera autre chose. Voilà. Pourquoi on a parlé d'intelligence artificielle tout à l'heure, mais pourquoi l'intelligence artificielle en fait est aussi présente aujourd'hui? Il y a beaucoup en fait de handicaps qui sont liés à des déficits de sens. J'entends pas, je réussis pas à m'exprimer, je bouge pas, etc. Et de plus en plus dans notre environnement, on a des capteurs partout. Donc on a ce qu'on appelle l'Internet of Things, on a l'Internet des objets qui permet de capturer de l'information. Cette information, elle est collectée dans des clouds. Alors, il y a celui de Microsoft, celui d'IBM, celui de Google, etc. Et donc, ça permet d'obtenir des masses de données suffisamment conséquentes pour qu'avec des algorithmes intelligents, on puisse définir des patterns, c'est-à-dire se dire,
lorsque je reçois ce type d'information, je devrais fournir une autre information traitée à mon utilisateur qui, lui, dispose d'un appareil qui peut être un PC, une tablette, un téléphone. Donc en réalité, plus on capture de données, plus le service est précis et répond aux besoins. Et donc, si on prend un exemple concret, je suis non-voyant, je ne sais pas si la lumière est allumée ou éteinte. J'ai un capteur dans la pièce qui capture cette information et je vais pouvoir obtenir sur un bracelet, sur un téléphone, sur un dispositif différent, de façon sonore, de façon vibratoire, une information que je ne suis pas capable de capturer avec mes propres sens. Et donc c'est pour ça qu'en fait, on a des objets performants, on peut stocker beaucoup de données, on a des puissances de calcul phénoménales et on a des dispositifs qui sont très variés et on a une puissance phénoménale dans les téléphones que tout le monde a aujourd'hui. Donc ça permet en fait, toutes ces conditions font aussi qu'on retrouve dans la vie courante ces mécanismes. Alors j'ai voulu juste, à titre d'exemple, mettre aussi un petit casque de réalité augmentée, parce qu'on parle aussi pas mal de ça aujourd'hui. Il y a un certain nombre de scénarios d'usage qui existent. On a parlé d'assistant sonore, par exemple, le fait de pouvoir simplement, en entendant un son, afficher un pictogramme sur la lunette de l'utilisateur, donc pour lui dire il y a un bébé qui pleure, il y a une machine à laver qui vient de s'arrêter. C'est typiquement l'exemple qui a été pris précédemment par Guillaume. Un assistant couleur, le fait de dire voilà, je ne peux pas suivre un match de foot, par exemple, parce que finalement, moi, avec mes problèmes de couleur, de daltonisme, tous les joueurs ont le même maillot. Donc finalement, je suis exclu du suivi de ce match. Si j'ai un dispositif qui me permet de dire cette couleur, moi je reçois mal le vert, cette couleur je vais la changer, je vais la mettre dans une autre couleur, je vais être en capacité de suivre ce match de foot. Ça, c'est un petit projet que des étudiants ont fait lors d'un concours, des FIH, qui était basé sur le fait de pouvoir recevoir... alors, c'est pas du langage des signes, c'est le langage parlé complété, qui est un langage qui permet de définir des phonèmes au niveau de la bouche d'un utilisateur. Donc globalement, le système, qu'est-ce qu'il fait? Il capture le son. La personne sourde va pouvoir faire de la lecture labiale, donc de la lecture sur les lèvres, et la personne sourde va voir à côté de la bouche de son interlocuteur une petite main qui se déplace et qui précise les phonèmes. Donc ça permet en fait de mieux identifier le mot et d'être en capacité de pouvoir mieux comprendre le mot, parce qu'un mot qui est lu sur les lèvres peut être, en définitive, il peut y avoir une incompréhension parce qu'un même mouvement de lèvres peut éventuellement correspondre à 2 ou 3 mots différents. Le fait d'avoir un phonème permet de différencier ce mot. Donc voilà, donc ça typiquement, c'est des étudiants qui ont brainstormé dans le cadre d'un hackathon qui en définitive maintenant se monte en mode start-up et vont proposer leurs services probablement, ils veulent créer en fait un mécanisme équivalent dans Skype pour pouvoir permettre d'offrir ce service de communication dans Skype. Alors, et demain, s'il veut bien passer. Demain, il ne se passera rien, visiblement. Si. J'ai mis sur la gauche ce qui me paraissait important. En fait, l'objectif, c'est d'inventer de nouveaux usages et des services, puisqu'en fait, on est vraiment sur l'usage. C'est l'utilisateur qui va driver tout ce qu'on fait, tout ce qu'on développe. Au travers de nouveaux emplois, on sait qu'il y a énormément d'emplois. Les gens qui sont à l'école, qui sont en petite classe aujourd'hui, on sait pertinemment, quand ils seront sur le marché du travail, 80% d'entre eux font des métiers qui n'existent pas aujourd'hui. C'est le numérique, c'est l'évolution du numérique aujourd'hui. Il y a des dispositifs adaptés très différents. On a vu les casques. Là, j'ai par exemple une manette qu'on a sortie qui permet à des personnes à mobilité réduite de pouvoir jouer. C'est-à-dire en fait de remplacer chacune des fonctions en fait, d'une manette de jeu par un dispositif différent, un clicker, une commande au pied, une commande à la bouche, une commande au souffle, voilà, ou voire une commande musculaire. Et donc en fait, c'est important parce qu'on avait trop tendance à exclure en fait, les personnes en situation de handicap moteur du jeu. Et en définitive, ils ont le droit aussi de s'amuser, ils ont le droit aussi d'échanger. C'est un grand moment quand on joue avec des copains, c'est un grand moment, donc il faut quand même permettre de faire ça. On a parlé d'intelligence artificielle, mais vous avez peut-être entendu parler un peu de quantum computing. Alors c'est globalement la puissance multipliée par beaucoup, je ne vais pas citer de chiffres, mais c'est une vraie révolution, puisqu'en réalité, ça veut dire, c'est un peu comme si aujourd'hui, on se disait que l'intelligence artificielle dont on dispose, c'est une petite calculette 4 opérations. Le quantum computing, c'est une calculette scientifique d'aujourd'hui.
Voilà, c'est un peu la grosse différence. Donc d'un côté, je fais 4 opérations, de l'autre côté, je suis capable de calculer des choses très très puissantes. C'est un peu ce dont on va avoir. Il y a une course aujourd'hui qui est faite par les constructeurs. Par contre, il y a beaucoup d'enjeux. On parle de règles éthiques, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, des problèmes et des enjeux de sécurité, évidemment, parce que les données qu'on collecte pour l'intelligence artificielle, c'est un souci. La confidentialité des données, on en a également parlé. Et puis des problèmes d'énergie, parce qu'en définitive, quand on utilise cette intelligence artificielle, ça consomme de l'énergie, et si on consomme de l'énergie, on consomme notre planète. Donc il faut aussi tenir compte du fait qu'il y a des enjeux énergétiques très très forts. J'ai été dans une grande banque il n'y a pas longtemps où j'avais quelqu'un qui était chargé de la responsabilité sociale qui expliquait en fait aux collaborateurs de l'entreprise que finalement quand ils utilisaient Google pour faire une recherche, c'était l'équivalent de laisser une ampoule allumée toute la journée par rapport au fait de simplement enregistrer le raccourci et de l'utiliser directement sans faire de recherche. C'est un peu ça. Et en fait, on ne s'en rend pas compte. Et quand on multiplie ça par des millions et des millions et des millions d'utilisateurs, quelque part, on consomme énormément d'énergie. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup pour ta présentation et pour les vidéos qui sont très inspirantes. On voit concrètement qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle a des vrais impacts dans la vie quotidienne, que la technologie est prête et s'applique dans différents domaines. Je vais peut-être te poser une question un peu plus prospective, peut-être par rapport à ça. Comment tu vois dans le futur, aujourd'hui, par exemple, l'usage qu'on va avoir des ordinateurs avec l'intelligence artificielle ? Mais en fait, pour moi, l'enjeu, et ça c'est venu d'une discussion qu'on a vue avec un certain nombre de collègues, en définitive, l'enjeu, c'est que la technologie soit présente, mais pas visible. C'est-à-dire, en fait, se dire finalement que quand on a besoin d'un service, il existe. On ne sait pas comment il marche, mais il existe, il est là. Quand on allume la télé aujourd'hui, on ne se pose pas la question de savoir comment on a diffusé le signal, qui a pu travailler pour fabriquer les images, les monter, etc. On a le service directement. La technologie, elle doit être complètement invisible, en fait. Elle doit être là, mais pas nécessiter un effort de son utilisateur. C'est ça qui, pour moi, est le plus important, en fait. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? J'ai peut-être pas répondu à ta question. Si, tu as répondu. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Merci. On a vu beaucoup d'exemples de technologies qui sont capables de pallier ou d'essayer de compléter un peu ou pallier en partie des problématiques sensorielles ou moteurs. On a vu sur un ou deux slides des notions de déficit cognitif et j'ai moins vu de choses dans cette vidéo et en tout cas moins de solutions capables d'apporter. Je pense à des choses comme la dyscalculie, dyslexie qui, in fine, peut être aussi complexe que quelqu'un qui ne pourrait pas voir. Est-ce qu'il y a des choses en IA qui vont dans ce sens ? Alors, c'est une très bonne question, parce que petit 1, je suis dyslexique, donc j'ai fait mes 3 années d'orthophonie, comme tous ceux qui, à un moment donné, ont eu la chance d'être détectés. Donc, en fait, sur la dyslexie, on travaille en France donc sur 2 projets. Un projet qui s'appelle l'Explore, qui, en fait, permet, sur la base de la lecture d'un enfant, d'un texte très court, de pouvoir suivre, en fait, le mouvement de ses yeux, et d'enregistrer ça en fait dans le cloud. On a enregistré l'année dernière 150 enfants, donc j'ai été dans les écoles, une école du 8e arrondissement, quelqu'un va reconnaître, pour aller dans les petites classes, leur faire lire des petits textes. Et en définitive, basé sur ce mouvement des yeux, on est capable de classifier le niveau de lecture de l'enfant. Donc de très très bon à très mauvais. On va dire on a 5 niveaux aujourd'hui. Et on peut se dire que finalement, quelqu'un qui est sur un très mauvais niveau de lecture, si ce n'est pas un nouvel apprenant, un étranger par exemple, qui apprendrait la lecture, il y a quand même de grandes chances qu'il ait un problème de dyslexie. Et donc on l'envoie vers un spécialiste qui va derrière faire des tests. Alors des tests d'orthophonie, aujourd'hui, c'est 1h30 à peu près. Donc globalement, ça coûte très très cher à la sécurité sociale. Donc si on est capable, sur la base d'un test de 3 minutes, de pouvoir obtenir au moins une information pour savoir si ça vaut le coup ou pas d'aller plus loin. Voilà. Donc là, on est sur de la détection. Et après, le deuxième projet qu'on adresse en France, ça s'appelle Hors Dyslexie. Donc c'est une association qui est venue nous voir il y a 3 ans. Cette association a travaillé sur un environnement OneNote qui finalement est pas mal parce qu'on peut créer des onglets, on peut créer des pages, ça s'enregistre tout seul, c'est pas comme un document Word où il faut enregistrer. Donc ils ont utilisé ça pour faire un petit cartable numérique et on est en train de travailler sur un assistant langage dans ce cartable numérique. Donc on travaille avec Synapse qui est une société qui est spécialiste de la langue française qui est sur Toulouse, et plus une université.
Et en fait, sur ce projet-là, notre ambition, c'est pas de faire un correcteur, c'est d'être en capacité de montrer qu'on peut simplifier la phrase, de montrer quelles sont les erreurs majeures. Un dyslexique va bourrer de fautes sa phrase. Le problème, c'est que pour se corriger, il ne va pas pouvoir corriger chaque erreur. Il faut qu'on soit capable de hiérarchiser les erreurs en disant « corrige d'abord ce niveau-là ». Quand tu auras corrigé ça et que tu auras compris pourquoi tu as fait l'erreur, tu vas pouvoir corriger le deuxième niveau. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on fait sur la dyslexie aujourd'hui. Merci. On a une autre question. Dans le fond, c'est toujours toi, hein, ça fait 2. Bonsoir. Merci pour la présentation très inspirante. J'aimerais savoir aujourd'hui comment travailler avec les startups qui sont dans le milieu de la santé et plus particulièrement du handicap. Et si vous travaillez déjà avec de nombreuses startups dans ce secteur, quels sont les projets qui sont en cours si ce n'est pas confidentiel ? Alors en fait, oui, les startups viennent assez naturellement voir, je pense, tous les éditeurs. Hein, je pense qu'IBM doit avoir plein d'exemples aussi de startups qui viennent les voir. Si je parle de données médicales, par exemple, la semaine dernière, j'ai rencontré une startup qui s'appelle Candy Voice, qui en fait permet de sauvegarder la voix humaine. Alors c'est tout bête, mais quand on a quelqu'un qui est atteint d'un cancer de la gorge ou quand on est atteint d'une maladie dégénérative musculaire, on va perdre sa voix et on le sait. Donc si on est en capacité de sauvegarder cette voix, de pouvoir créer une voix synthétique, et ensuite cette voix synthétique sera utilisée à travers un synthétiseur et on pourra s'exprimer simplement avec un contrôle oculaire, donc composer ces mots avec des yeux, hein, ce qui est déjà possible sur un ordinateur aujourd'hui, et que la voix de synthèse retranscrit la vraie voix qui a été sauvegardée, la personne se sent beaucoup plus à l'aise que l'utilisation d'une pure voix synthétique construite. Et donc ça, par exemple, c'est un exemple. Après, il y a beaucoup de startups qui sont effectivement sur ces sujets. Moi, je travaille aussi, et les projets que j'aimerais bien lancer cette année, c'est surtout des projets sur la rééducation. On travaille avec l'Institut Pasteur un petit peu là-dessus, parce qu'en réalité, il y a beaucoup de télémédecine, des startups qui travaillent sur les sujets de télémédecine, c'est-à-dire le fait, par exemple, de montrer une vidéo avec un mouvement de main, et puis la personne chez elle va devoir faire le mouvement de main devant une caméra, on capture le mouvement et on donne un indice de est-ce que tu as réussi à faire ton exercice ou pas, et on donne l'information au praticien qui lui est à distance et qui va pouvoir suivre l'évolution en fait de la motricité de la personne. Donc ça, c'est des projets assez intéressants aussi. Ouais. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions ? J'en ai une dernière. Go. Désolée. Est-ce que vous avez, vous connaissez le contrôle du mouvement par la pensée, oui. Qu'une chercheuse a développé, je ne sais plus dans quelle école, elle utilisait HoloLens justement. Oui. Alors le problème, c'est qu'il faut faire très attention entre la phase de prototypage d'une solution, parce que quand on est en labo, quand on est avec du matériel spécialisé, quand on est dans ces environnements-là, on n'a pas forcément capacité derrière à l'industrialiser. Il y a une vraie différence, parce que la personne, on a calibré le système pour elle, donc ça veut dire que si on veut le commercialiser, il faut être capable de l'auto-calibrer pour la personne qui va utiliser la solution. On est aussi sur des dispositifs qui au départ sont chers, donc si le marché n'est pas suffisamment grand, toutes les startups vous le disent, si j'ai pas de marché, je peux pas me développer, je peux pas aller voir un industriel pour éventuellement créer ce que j'ai voulu fabriquer. Alors quand c'est que de la propriété intellectuelle, c'est-à-dire du logiciel, ça va, c'est facile parce que les coûts sont assez faibles aujourd'hui. On peut, dans un garage, pour reprendre des exemples d'il y a quelques années, créer sa start-up en se disant tiens, je vais me créer un espace cloud, je peux commencer, j'ai déjà de la puissance matérielle, logicielle, j'ai rien eu besoin d'installer, j'ai juste fait 3 clics et je peux commencer à travailler. Il y a quelques années, c'est mince, il faut que j'aille acheter un PC, il faut que j'ai un bureau, il faut que j'ai l'installation logicielle, c'était un petit peu plus compliqué. Maintenant, quand on est sur du matériel, là, c'est vrai que c'est très compliqué quand on passe d'industrialisation. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, je voulais dire, est-ce que tu as des conseils à donner à nos hackathoniens avant qu'ils démarrent leur hackathon ? Je pense qu'il faut essayer déjà de se poser dans un premier temps la question de à quelle réponse on a envie de répondre. Enfin, à quelle question, pardon, on a envie de répondre. C'est qu'est-ce qu'on veut résoudre comme problème. Donc, il faut partir d'un cas concret, d'un cas réel, et puis après, derrière, se dire, est-ce qu'on a une bonne idée pour répondre à ce cas réel ? C'est-à-dire,
quelque chose qui n'aurait pas déjà été imaginé, on peut essayer de l'amener sur la table et puis de tester, de voir si ça fonctionne. Donc je pense que tester et apprendre de ses erreurs, c'est important. Et donc c'est une bonne démarche scientifique, de toute façon, le fait à un moment donné de se dire, allez, je pars dans une direction, parce que si je reste pendant 2 jours à simplement réfléchir et puis pas avancer, effectivement, on ne va rien produire. Alors que si tout de suite on se dit, ok, je pars dans une direction, ça ne sera peut-être pas la bonne. Peut-être que dans 2 heures, je vais m'apercevoir que ce n'est pas la bonne, je l'oublie et je repars sur une autre solution, mais ça me permettra de progresser en fait, dans la démarche. Ouais, donc ça, c'est un conseil. Très bien, merci beaucoup Philippe. Alors pour continuer, je vais appeler Benoît Vérine, directeur de l'Action sociale. Merci. Bonjour, je vais essayer d'être très bref parce que Damien m'a dit qu'on était très en retard. Donc je suis Benoît Vérine, directeur de l'Action sociale du groupe Malakoff Médéric. Malakoff Médéric, c'est un groupe de protection sociale. On a 2 activités, une partie assurance et une partie gestion des retraites complémentaires. À ce titre-là, on a un budget annuel de, en gros, 90 millions qu'on doit dépenser dans des œuvres, dans des projets, dans des sujets qui permettent de travailler autour du handicap, autour du cancer et autour de 4 autres axes. Donc on est partenaire du hackathon aujourd'hui pour pouvoir aider les idées qui vont sortir de ce hackathon. Alors, qu'est-ce que j'attends de ce hackathon ? En fait, ce n'est pas moi qui attends quelque chose, c'est Jérémy. J'ai fait, en avril 2017, j'ai fini le marathon de Paris avec Jérémy. Jérémy, il est polyhandicapé et je le poussais dans une joëlette. Et il a fini le marathon debout, parce qu'on a fini les derniers mètres ensemble. Et on était super contents tous les deux, on était fiers, on était des héros tous les deux, parce que je peux vous dire qu'il a subi quelques chocs dans la joëlette. Et je lui ai dit, ok, maintenant, qu'est-ce qu'on a envie de faire, maintenant qu'on a fait ça ? Et il m'a dit, écoute, moi, ce que j'aimerais bien, c'est, mon corps est lourd pour moi, et je sais qu'il n'y a pas d'apesanteur sur la Lune, donc j'aimerais bien aller sur la Lune. Alors, je lui ai dit, écoute, t'es gentil, mais ça va être compliqué. Mais c'est une idée, je vais regarder. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu as de plus simple ? Et il me dit, maintenant qu'on a fait le marathon de Paris, j'aimerais bien faire le marathon de New York. Ok, c'est pas simple. Il faut toute la logistique, transporter son fauteuil, transporter tous les produits et toute la mécanique autour de lui dont il a la nécessité tous les jours. Donc, difficile. Et je dis, bon, on va y réfléchir aussi, mais qu'est-ce que tu as d'autre ? Il me dit, toi, un truc tout simple. Là, tu vas devoir me porter pour me transporter de la joëlette au fauteuil. Et juste cet acte-là, si on pouvait m'aider à le simplifier, ça serait bien. Donc voilà, moi j'attends de ce hackathon que vous me trouviez une idée pour Jérémy, que ce soit pour le transporter de son fauteuil, pour aller à New York ou pour aller sur la Lune. Donc si vous pouviez en 2 jours résoudre ses rêves ou répondre à ses rêves, voilà, ça me ferait très plaisir. Merci. Moi, j'avais juste quelques petites questions concrètement pour Malakoff. Comment vous travaillez avec les startups, notamment les startups qui ont un impact social ? Alors, on a 2 façons de travailler avec elles. On a l'action sociale. Donc, l'action sociale, c'est des fonds qu'on a et on les donne aux associations. On n'attend rien en retour. On attend juste qu'elles aient un impact pour la société. Donc, on croise les doigts et on essaye de les aider du mieux possible, en leur donnant un peu d'argent, mais aussi en essayant de les coacher ou de les aider sur certains métiers qu'elles ne sauraient pas faire. Et puis, il y a un autre sujet, on a un fonds d'investissement, pour le coup. Et là, on investit dans les très bonnes idées, j'en ai entendu, pas plus tard qu'il y a, je sais pas, une demi-heure ou 3 quarts d'heure. Donc, on investit aussi dans les startups. Voilà, c'est les 2 manières de faire. Très bien. Et si je veux faire un marathon avec toi, est-ce que je dois m'entraîner très fort ou... on peut démarrer dimanche avec les 20 km avec la joëlette, il faut y aller. C'est pour ça que je ne peux pas être là dimanche, mais ça aurait été avec plaisir. Et puis sinon, il faut s'entraîner un peu, mais c'est très simple. Et avec les personnes qui sont dans la joëlette et qui vous motivent, vous pouvez faire des distances incroyables. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ? Parfait, merci beaucoup Benoît.
Alors pour terminer, j'ai le plaisir d'appeler Damien Gromier, fondateur de... On va préparer une petite vidéo juste avant. Je ne vais pas vous raconter de petites blagues, hein, donc on va attendre. Ce soir, dans cette salle, nous sommes 500 à l'Assemblée nationale. Ce soir, nous provoquons une étincelle. Ce soir, nous bâtissons des ponts entre les acteurs de l'écosystème de l'IA et les ONG. Ce soir, nous travaillons ensemble, en intelligence collective, pour le bien commun, pour la planète et pour l'humanité. Servir l'humanité. Ici, on a AI for Good, effectivement. Le but de l'intelligence artificielle, c'est devenu aidons l'humanité en la déchargeant de tâches qui sont difficiles. Et l'intelligence artificielle s'invite partout. Il y a des secteurs dans lesquels elle s'invite de façon plus urgente que d'autres, et nous avons insisté en particulier au niveau de la politique économique et industrielle sur le secteur de la santé, le secteur des transports, le secteur de l'environnement et le secteur de la défense. On a énormément de talent, mais je pense que dans cette pièce, vous pouvez le voir, on a Monsieur Villani, on a Monsieur Lequin, plus tous les autres. Nous, ces entrepreneurs du digital, ce qui est important pour nous aussi, c'est de réparer l'ascenseur social, c'est de faire qu'on s'attache à résoudre ces problèmes environnementaux. Cette intelligence-là, elle est faite pour durer et elle va rebattre un maximum de cartes donc dans notre société. L'approche, elle va forcément devoir être transdisciplinaire. Le sujet de l'intelligence artificielle est bien trop important pour être laissé aux spécialistes de l'IA. Est-ce qu'il est temps d'inscrire cela dans notre Constitution? J'en suis convaincu, c'est encore une fois l'interaction permanente entre la recherche scientifique et le débat politique avec des hommes et des femmes élus représentant le peuple français, comme nous le sommes à l'Assemblée nationale, et que nous soyons de formation scientifique ou pas, que nous soyons, quels que soient nos parcours, eh bien que nous nous emparions de ces débats. Nous entrons dans une phase où l'intelligence artificielle va devenir une couche technologique fondamentale dans tous les secteurs d'activité et pour toutes les industries. Donc soyons créatifs et mettons l'IA au service des ONG, au service de l'humanité. Allez, les amis, on le fait. Merci. Bonsoir à tous. Très heureux d'être avec vous ce soir. Quelques têtes connues dans l'Assemblée. Alors, effectivement, nous avons lancé le programme Intelligence Artificielle for Good avec Cédric Villani à l'Assemblée nationale il y a quelques mois maintenant. L'idée, l'ambition, c'est de permettre que les acteurs de l'intelligence artificielle, donc les entrepreneurs, les chercheurs, les data scientists, les experts, mettent leur énergie et leur savoir-faire au service des grands enjeux des ONG, comme la Croix-Rouge française, Bibliothèques sans frontières ou encore l'UNICEF. Toutes ces ONG ont beaucoup de données, mais ne savent pas encore les utiliser, n'ont pas forcément les ressources ou les talents pour pouvoir les exploiter. Donc voilà, l'enjeu, c'était de croiser les écosystèmes, de faire en sorte que d'un côté, on ait des techniciens de l'IA et que leur savoir-faire, on le mette à disposition même des ONG qui en ont besoin et qui vont pouvoir faire de grandes choses avec ça. Donc voilà, très simplement, et c'est pour ça qu'on a voulu, entre guillemets, soutenir ce hackathon Autonomie en permettant d'apporter aussi des personnes qui ont ce savoir-faire technique, des mentors, des participants, pour justement aider à trouver des solutions dans le handicap également. Donc voilà, qui présente de grands enjeux. On a la chance d'avoir nos amis de Microsoft et IBM qui ont accepté de venir ici présenter ce qu'ils faisaient et de justement faire un peu un état de l'art de ces sujets. Donc voilà. Et puis, Autonomie, c'est aussi pour moi
très important, puisque j'étais déjà l'année dernière, on a soutenu et organisé ce hackathon avec les équipes d'Invi, et donc c'est un immense plaisir d'ailleurs d'être à nouveau ici, et c'est très important donc de montrer qu'il y a du dynamisme et que des choses se passent. Donc voilà, on a largement dépassé le timing, je crois, des interventions. Place maintenant à vous, participants, à vos idées, à vos projets. C'est un hackathon qui a été inventé, créé pour vous permettre finalement d'apporter des belles solutions au handicap. Donc c'est un grand honneur d'être avec vous ce soir, très heureux, et je vais maintenant laisser la main à nos deux incroyables facilitateurs, Harmonie et Hamid, qui peuvent nous rejoindre. On peut les applaudir bien fort. Alors, est-ce que Sophie et Asma sont aussi avec nous dans le coin? J'aimerais qu'on applaudisse bien fort, venez nous rejoindre, bien fort l'équipe qui organise ce hackathon, l'équipe d'Invi qui fait ce travail formidable tout au long de l'année, puisqu'un hackathon, c'est la concrétisation d'un travail de plusieurs mois pour permettre sa tenue. Donc encore bravo à Asma et Sophie qui arrivent juste là. On peut les applaudir bien fort, s'il vous plaît. Voilà. Encore bravo à vous deux et à toute l'équipe d'Itonomie pour avoir organisé ce hackathon. Vous allez avoir l'occasion donc de trouver de belles solutions, pitcher vos idées, contribuer à des idées et former des équipes ce soir. Donc voilà, encore merci à vous, très heureux d'être avec vous ce soir. Et Harmonie, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup Damien. Alors bonsoir à toutes et à tous. J'ai pas eu le temps de me présenter du coup tout à l'heure. Donc moi c'est Harmonie, je suis entrepreneur. Il y a 3 ans j'ai co-créé une marque de champagne et en même temps je travaille dans les médias, dans un média surtout qui s'appelle La Tribune, c'est un journal économique. Donc on va vous présenter du coup ce week-end comment ça va se passer, mais avant de commencer ça et puis je crois qu'on va faire la petite pause dîner parce que je suis sûre que vous avez un petit peu faim avant. On va vous faire un petit jeu qui s'appelle un icebreaker. On va faire travailler un peu les hackathoniens maintenant. Ah, ça allait trop vite. Bon, alors on commence tout de suite. Alors, qui participe au hackathon dans cette salle? Levez la main. Top. Ceux qui sont dans le fond, approchez-vous. Voilà, on va passer tout le timide. week-end ensemble, Ouais. soyez pas timides, venez. Ça va être intime. Rapprochez-vous, il y a des places devant. Et du coup, les autres, même ceux qui ne participent pas au hackathon, vous pouvez participer au petit jeu, vous allez voir, c'est très sympa. Ça permet juste de se connaître un peu mieux, de faire tomber les barrières parce que vous allez brainstormer pendant un peu moins de 48 heures. Donc c'est important de se rapprocher. Et pour ça, on va commencer avec un petit jeu qui est donc... Voilà. On va vous demander de nous donner... de crier des noms d'animaux, mais vous pouvez gentiment nous les proposer. Renard. Hippocampe. Cheval donc. Babouin, allons-y. J'ai pas entendu. Tigre. Et un petit dernier, une méduse. Est-ce que c'est un animal? Est-ce qu'on valide la méduse comme un animal? C'est un truc marrant qui est gluant et qui bouge. Bon, alors du coup, vous n'allez pas trop ressembler à cette image, mais bon, c'est sympa quand même, on a compris. Crier des mots liés à l'autonomie, parce que c'est quand même le sujet de ce week-end. Alors, allez. C'est 3 mots. Allez. Quel feignant, on est déjà au début et puis ça y est, ça ne veut plus. Information. J'ai entendu indépendance. Indépendance. Oula, ça allait trop vite là. Mobilité.
Et environnement, on n'est pas tout à fait sur le... Bon, allez, on va mettre apercevant, vous allez voir, de toute façon c'est marrant après. Donc... Et là, vous allez devoir, donc déjà vous allez vous mettre en petits groupes. On est combien là? Je pense que vous pouvez faire par rangée, c'est pas mal. Ouais, par rangée. Alors ceux qui sont isolés sur les rangées, mettez-vous avec d'autres rangées. Allez-y, parlez avec vos copains, avec votre voisin de droite ou votre voisine de gauche. Dites-leur bonjour, moi je m'appelle Harmonie. Voilà, et là le but, c'est donc de créer une start-up. On va faire un petit truc aussi. Si je dis... si vous m'entendez, tapez une fois dans vos mains. Si vous m'entendez, tapez 2 fois dans vos mains. Si vous m'entendez, tapez 3 fois dans vos mains. Ça, c'est le petit jeu pour que vous vous taisiez quand je parle. Non, surtout pour que vous m'écoutiez et qu'on ne perde pas trop de temps. Là, l'idée, c'est donc de créer une start-up dans le domaine de l'aide à la personne. Mais, faites preuve d'imagination. Il va falloir que vous incluiez... Alors, on dit combien de mots, Ami, qu'est-ce que t'en penses? Bon, allez, on va dire 4. Donc 2 d'en haut et 2 d'en bas. Si ça ne veut rien dire, c'est pas très grave. L'idée, c'est que vous soyez créatif et créative sur le sujet, que ça ait un peu de sens, mais pas trop, mais que vous y mettiez beaucoup de fun. Ok? Alors, combien on a d'équipes du coup? 1, là-haut, première rangée. Deuxième rangée, vous êtes 3. Est-ce que vous prenez le challenge ou vous allez avec l'équipe de derrière? Allez, tous ensemble. Cœur, tout va bien. Les 3 isolés. Vous allez vous mettre avec les 4 qui sont là? Allez les gars, parlez avec vos copines. Elles ont l'air super sympas. Hop, du coup là, un deuxième groupe. 4. Les 4 là. Là, toute une rangée, toute une rangée, toute une rangée. Vous mettez OK. Là, il y a un petit groupe qui se forme. Ah non, c'est leur gars. Enfin, vous pouvez jouer quand même. Hein. Ok, c'est parti, on vous laisse 5 minutes. C'est bon? C'est parti. Donc, face au réchauffement climatique et à la difficulté que éprouvent les méduses et les hippocampes dans l'eau, avec un double effet dû aux déchets plastiques, nous allons mettre pour les méduses et les hippocampes un petit peu d'intelligence artificielle à leur service pour qu'ils retrouvent de l'indépendance et de la mobilité dans les océans, qu'ils sachent reconnaître qu'est-ce qui est un déchet plastique et qu'est-ce qui est comestible, et puis qu'ils arrivent ensemble aussi, peut-être demain de manière collaborative avec cette intelligence artificielle, à nous aider, nous pauvres humains, à sortir tous ces déchets plastiques de la mer. Bravo! Bravo! Est-ce qu'on peut dire que je suis médusé par ce pitch? Elle était facile. Ah, merci, merci. Bon, l'équipe suivante. Merci. Non. Allez, il faut que vous entraîniez à occuper la scène, donc tout le monde vient. Hop, je sais pas qui pitch. Bonsoir. Qu'est-ce que vous avez décidé? Vous avez rien? Bon, bah donc on va... Ah bah tu Ça y est, vous êtes prêts? On est à peu près prêts, je sais pas. Timekeeper, voilà. Ok. Ouais. C'est parti. Voilà, alors donc on nous a demandé effectivement une start-up dans l'aide à la personne. Donc nous, en fait, on est confronté à un problème très, très récurrent qui est que les intervenantes, en fait, ont un grand souci de mobilité vis-à-vis des tigres.
Et du coup, on doit les aider. On a, nous, une responsabilité d'employeur, donc on doit les aider, on doit leur donner des moyens. Et donc, on va mettre en place une start-up qui va permettre de fournir des chevaux aux intervenantes de façon à ce qu'elles puissent avoir une mobilité qui soit beaucoup plus efficace que les tigres. Voilà. Génial. Bravo. Au top, merci beaucoup. Allez, rang suivant. Hello guys, debout. Bonsoir. On a remarqué que les méduses voulaient un jour monter sur des chevaux, sauf qu'à cause d'un problème d'appartenance à des environnements très différents, nous avions pensé à leur permettre d'avoir un accès à une certaine mobilité pour qu'elles puissent monter sur des chevaux et ainsi parcourir le monde terrestre et ne pas rester dans les océans. Le cheval a du succès. Bravo. C'est un remake de La Petite Sirène en fait. Équipe suivante. Merci les garçons. Enfin les garçons, les filles. Bonsoir. Alors nous, on a un gros souci pour le monde des renards. Ils sont rusés, ceux-là, mais ils aimeraient bien appartenir au même monde que les chevaux. Le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à franchir les barrières, ils ont un petit problème de mobilité. Il nous faut absolument une start-up pour les propulser, les faire passer la barrière et appartenir au monde des chevaux. Bravo. Est-ce qu'on va avoir un babouin dans les prochains ? Allez, prochaine équipe. Comme l'humanité va être de plus en plus nombreuse sur Terre, on va faire face à la réduction des espaces sauvages et on a un problème avec les prédateurs que sont par exemple le tigre, le renard, face à leurs proies, que peuvent être par exemple le babouin, le cheval, c'est déjà pas mal. Et donc l'idée, c'est de mettre en place des solutions d'intelligence artificielle pour leur permettre, pour maintenir surtout cette biodiversité, pour leur éviter de disparaître, assurer leur mobilité et tout en permettant qu'ils appartiennent toujours, enfin leur appartenance à chacun de leur, comment dire, en respectant en fait leur statut de prédateur ou de proie. Merci. Bravo. Ça fait plus de 4 en plus, c'est bien. Et équipe suivante. Allez, on enchaîne, on se lève, on vient jusqu'ici. Non, pas les babouins du fond, pas encore. Je te laisse lui donner. Ah bah c'est pour moi. Alors nous, on va parler de deux animaux qui ont à peu près le même problème. C'est l'hippocampe et les méduses. Donc c'est des animaux qui sont malheureusement très lents
Ils aimeraient beaucoup voyager, notamment faire un petit tour dans l'océan Pacifique, l'océan Atlantique, parce qu'ils aimeraient découvrir de nouvelles choses, avoir un peu plus d'informations sur ces différents océans. Le problème d'une méduse, c'est que ça peut faire quelques kilomètres par jour, mais un hippocampe, c'est quelques centimètres. Et ils aimeraient bien voyager ensemble. Donc nous, ce qu'on leur propose, c'est un véhicule très simple qui leur permet d'être beaucoup plus rapides et notamment de voyager ensemble avec de l'intelligence artificielle. Donc ils peuvent même faire une petite sieste dans ce véhicule pour arriver à bon port et leur permettre d'être finalement indépendants dans tous leurs déplacements. Bravo. Vous avez inventé la hippomobile. Merci. Allez, dernière équipe. Oh bah non, vous étiez chaud patate là, allez. Bravo. Et puis elle est en force, la dernière équipe. C'était les babouins ou le babouin, je sais plus qui a... Tiens Sonia, je te... moi je lis pas, non, je lis pas... Allez, 1 minute, c'est parti. 1 minute, c'est parti. Bonsoir à tous. Pour information, nous ne jouons pas, nous ne participons pas à l'hackathon, mais allez, on va vous décomplexer un petit peu. C'est l'icebreaker, il n'y a pas de règle pour l'icebreaker. Voilà, on fait ce qu'on veut. Donc, nous, on propose, en effet, comme vous le savez, nous, Invi, on accompagne les demandeurs d'emploi pour de la sensibilisation auprès donc, des demandeurs... Oui, bon, c'est bon. Des demandeurs d'emploi pour justement sensibiliser sur les services à la personne. Alors nous, ce qu'on propose, c'est une nouveauté. On propose des intervenants babouins. Eh oui. Pour sensibiliser, informer, donc intervenir, informer, 2 petites croix, merci, auprès de la population de méduses, pour expliquer justement qu'il pourrait y avoir un petit peu moins d'isolement dans les arbres que dans l'eau. Bravo. 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 Ouais, je croyais qu'on parlait d'un hippocampe portugais qui n'arrivait pas à faire du béton dans l'eau. Il n'y a pas de Portugal là. Bravo. Merci. Alors du coup, au-delà du jeu, cette petite expérience, ça vous permettait de comprendre et surtout d'expérimenter ce qu'on va vous demander tout à l'heure. Donc ça va être après le repas. Là, on va faire une pause dîner pour les bidons qui gargouillent. Parce qu'après, on va vous inviter à venir sur scène et vous allez avoir 1 minute pour pitcher votre idée dans le but qu'elle soit sélectionnée et qu'on travaille dessus tout le week-end. Enfin, surtout que vous travaillez dessus. Secondes, ouais. Je voyais que tu faisais 2 minutes. Tu n'auras pas de rab. Non, c'est 1 minute, pas plus. Donc l'idée, c'est vraiment, voici le problème que j'ai identifié, voici la solution que je vous propose et quelle est l'équipe que je recherche. Est-ce que moi, j'ai plus un profil tech, donc je recherche quelqu'un qui nous aiderait à faire un petit peu plus tout le design ou qui serait expert dans ce domaine parce que j'ai besoin d'IA, mais moi, je ne fais pas d'IA. Ou des gens complètement hétéroclites qui ont juste trop kiffé mon idée et qui veulent venir avec moi. Ok ? Donc comme 1 minute, c'est assez compliqué, et puis je suis sûre qu'il y a tellement d'idées qui fusent dans vos têtes que vous êtes en train de choisir, mais je dis celle-ci ou je dis celle-ci. Bref, c'est mieux de réfléchir avec le ventre plein. Donc on va faire une pause, et vous avez 25 minutes si je ne me trompe pas, ou peut-être même moins. Bref, mangez vite, bien, la digestion se fera juste après. Ok ? Bravo, vous pouvez vous applaudir pour vos pitchs. Bravo.